Bonjour à tous les amis, alors je suis très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré à l'approche globale du sol à la plante. On va aujourd'hui dans cette vidéo aborder un sujet pour moi capital, celui de l'impact des engrais sur la dégradation éventuelle de nos sols. C'est un sujet pour moi qui est sous-estimé, il y a très peu de personnes qui parlent de ce sujet justement, de l'impact des engrais sur les structures, sur l'activité biologique, sur le bouleversement qu'engendrent ces apports de produits divers et variés sous des formes chimiques extrêmement différentes les unes des autres et qui, si pour les cultures ont parfois, je dis bien parfois, des effets intéressants, notamment pour les engrais de fond, souvent des effets très intéressants notamment par rapport à l'azote, bien entendu sur nos niveaux de production, il n'en est pas du tout de même par rapport à nos sols. Et donc c'est très important de parler de ce sujet-là. Alors je vais me baser sur des données scientifiques, je vais me baser sur des choses que j'ai appris au cours de ma carrière, par des rencontres de scientifiques étrangers notamment. Je vais vous donner des éléments de compréhension et de preuve sur l'impact des engrais sur les sols. Et je pense sincèrement qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus les choses de la même manière qu'avant de l'avoir vu. Alors si ça vous intéresse, on parle de l'impact des engrais sur les sols. C'est parti! Alors lorsque j'ai entrepris ce travail de préparation pour cette vidéo, je me suis aperçu que sur la chaîne, j'avais fait plus de 12 vidéos sur le sujet notamment de l'azote, en essayant de vous sensibiliser sur les formes, en vous expliquant les transformations dans le sol, les variations de pH, les impacts que ça pouvait avoir sur l'acidification, la consommation de calcium, sur la nécessité d'associer l'azote avec d'autres éléments pour en favoriser l'assimilation par les plantes, vous expliquer les différentes formes et pourquoi une seule d'entre elles était majoritairement et presque exclusivement absorbée par les plantes, c'est la forme nitrique. Bien entendu, il était hors de question de refaire à nouveau une vidéo pour expliquer les mêmes choses. Je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo dans la description de toutes ces vidéos que je vous invite à regarder si parfois elles répètent le même sujet, peut-être qu'avec le temps ça permettra une assimilation et surtout une compréhension des choses. Là dans cette vidéo on va réellement insister, expliquer, démontrer l'impact des engrais sur les sols. Ce sont des extraits de formations que nous faisons auprès de nos partenaires depuis de nombreuses années. Depuis plus de 25 ans, je travaille auprès des agriculteurs en leur parlant notamment des engrais de fond, de l'impact qu'ils ont sur les sols et pourquoi on peut
s'en passer. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, la numéro 3 sur l'approche globale du sol à la plante. Mais là, on va parler de l'impact sur les sols, sur l'activité biologique, sur la structure. Et pour ce faire, je vais m'aider de démonstrations et notamment d'un essai de très longue durée, puisqu'il va bientôt fêter ses 100 ans en France. Et je vais me servir de ces données-là pour vous démontrer par des exemples concrets que c'est quelque chose qui est connu, mais qui n'est pas transmis aux agriculteurs. Et je trouve ça aberrant. On comprend un peu mieux les enjeux économiques, mais par contre sur la planète, sur le fait de l'associer avec tout un tas d'autres leviers pour améliorer nos sols, il me semble que c'est l'objectif de beaucoup d'entre vous, et on ne pourra pas le faire, j'insiste bien, on ne pourra pas le faire sans changement de pratique vis-à-vis de nos engrais. Alors il faut bien comprendre que, notamment pour l'azote, on aura toujours du mal à s'en passer, et quelles que soient les formes que l'on va utiliser, elles auront toujours un impact, même si on peut le minimiser, sur l'activité biologique, puisqu'on apporte des produits nutritifs qui sont absorbés sous des formes oxydées. Ça veut dire qu'il faut de l'oxygène dans le sol. Là aussi, on a une vidéo consacrée à cette notion d'oxygène, d'oxydation qui ont lieu dans nos sols et qui sont faits notamment par l'activité biologique de nos sols. D'apporter trop de produits oxydés a des conséquences sur la désorganisation notamment de l'activité biologique qui entraîne par la suite les dégradations qu'on a vues dans la première vidéo. Je vous préviens, tout va être lié, alors il va falloir bien suivre les choses. Alors je vais vous parler d'un essai qui est en France de 42 microparcelles et cet essai a été démarré en 1928 les amis, au centre de recherche de l'INRA à côté du château de Versailles, et cet essai est notamment conduit pour mesurer l'impact des engrais chimiques, des amendements sur les sols. Vous voyez sur la photo, il y a 42 microparcelles de 5 mètres carrés environ qui sont nues et entretenues sans végétation et qui reçoivent le même type d'engrais et ou d'amendements. Alors on y voit des engrais chimiques, des phosphates d'ammoniac, des scories, des chlorures de potassium, des ammonitrates, etc., etc. Mais aussi des amendements basiques, des amendements calcaires, et aussi des microparcelles avec un gros apport organique, et c'est notamment du fumier de cheval. Sans culture, pour pas qu'il y ait l'impact, on va dire, réparateur, positif des cultures, et on va se rendre compte, vous allez voir dans les résultats, que l'absence de plantes sans mettre d'engrais a déjà un impact très fort, dès qu'on laisse le sol à nu, c'est la base de tout ce que l'on discute ensemble depuis des années. Donc sans culture et bêcher 2 fois par an. On est sur des limons éoliens, donc avec une fragilité déjà naturelle, avec un niveau d'argile assez faible. Donc si on part en 1929, la première année où il y a eu des mesures de fait, ce qui est très important, c'est que c'est quasiment unique au monde, on a 100 années de mesures, bientôt 100 ans de mesures de tout ça. Donc en 1929, donc, le pH était de 6,3 dans les parcelles. La CEC, je vous mettrai un lien aussi sur ce que c'est que la CEC, on avance, elle est de 15,3 milliéquivalents pour 100 grammes. D'accord? Donc c'est typique du limon avec un faible taux d'argile inférieur à 10%. On est typiquement dans cette capacité d'échange cationique, c'est une mesure normale. Après 80 ans, puisque les chiffres que j'ai moi datent de 2008, que je montre en formation à nos partenaires depuis pas mal d'années, on constate une évolution de chacune des parcelles sur lesquelles notamment on a des apports. Alors on va commencer par la première photo, sur les photos avec des engrais azotés, vous pouvez le voir, à base d'urée et d'ammoniac. 150 unités par an sur sol nu. Le pH est passé de 6,3 à 3,6 en environ 80 ans. La CEC a été divisée par 2,5, on passe de 15,3 à 6,2. En réalité, on détruit le complexe argilomique, on dissole les éléments qui tiennent l'argile et l'humus ensemble, ce qui conduit, ce qu'on a vu dans les différentes dégradations de la vidéo numéro 1, à des phénomènes de battance qui entraînent une asphyxie du sol et qui entraînent notamment la solubilisation d'éléments qui posent problème, comme l'aluminium. Alors vous allez me dire, pourquoi l'aluminium? Donc la silice, le fer et l'aluminium sont, après l'oxygène, les 3 composés les plus importants dans le sol. L'oxygène en premier, ensuite on a la silice, le fer et l'aluminium. Ces 3 éléments minéraux, lorsqu'ils sont combinés ensemble par des phénomènes biologiques, les attaques racinaires, par certaines bactéries qu'on appelle chimiolithotrophes, on en a déjà aussi parlé, se combinent pour former ce que l'on appelle l'argile. L'argile, c'est des silicates de fer et d'alumine. Lorsque cette argile est solubilisée par l'agressivité de produits, comme certains engrais, certaines formes d'engrais,
eh bien on rend soluble l'aluminium. C'est ce qui peut arriver en ce moment lorsque vous avez des sols un petit peu saturés d'eau, que vous voyez vos orges jaunir notamment, car elles sont très sensibles à ça. Elles respirent mal, elles ne peuvent pas absorber les oxydes, les seules formes solubles que les plantes absorbent, et se nourrir convenablement, et l'aluminium dans ce cas-là devient toxique. On peut avoir la même chose avec le fer, etc. etc. Donc vous voyez, c'est très très important. Si on continuait la liste des éléments présents dans les sols, vous verrez, ça sera plus utile dans les vidéos à venir de s'en rappeler. Le 6e élément présent dans nos sols, c'est la potasse, et le 9e, c'est le phosphore. Juste à méditer, pour vous dire à quel point on en a dans nos sols. La photo numéro 2, c'est sur des amendements basiques. Vous pouvez voir que 100 mètres de plantes, en bêchant 2 fois par an, mais juste par l'apport d'amendements basiques, on voit qu'on consolide la structure. Si on observe la structure en surface, vous voyez qu'elle est presque grumeleuse, qu'elle flocule en réalité. Le pH est passé à 8,2 au lieu de 6,3. La CEC a baissé un petit peu forcément, car on a quand même perdu de la matière organique, qui est responsable, je vous le rappelle, normalement pour moitié de la valeur de votre CEC, quand tout ça, ça va bien, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée aux matières organiques. Et on est donc à 13,3 milliéquivalents pour 100 grammes au lieu des 15,3 de départ. Et il n'y a pas d'aluminium soluble dans le sol puisque le sol est aéré. La 3e photo, c'est sur une photo liée à une vidéo que je vous mettrai aussi en lien qui explique récemment, qui vient de sortir. À ma grande surprise, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il existait une toute petite vidéo qui a quelques mois seulement, qui présente en 4 minutes cet essai. Alors très succinctement, mais en tout cas vous aurez des images, voilà, pour ceux qui n'ont jamais été visités sur place. Donc la 3e photo, c'est sur le chlorure de potassium, et le jour de la vidéo, il venait de pleuvoir, et on voit que la parcelle est saturée d'eau, l'eau ne pénètre même plus, et le chlorure de potassium est un des engrais, et là pour le coup c'est un engrais de fond, des plus nocifs qui soient pour les sols, puisque le potassium est l'élément préféré de la réserve CEC de votre sol, il a tendance à être capté et viré d'autres éléments, je ne rentre pas dans le détail. Et donc là on a une croûte, on a une destruction du complexe argilomique, on a une acidification, et on voit que la pluie ne pénètre plus, il n'y a plus de porosité, et c'est pas aidé par le fait qu'il n'y ait pas de plantes, bien entendu. La 4e photo, c'est une des micro-parcelles où il y a un apport de 100 tonnes de fumier de cheval par an, donc ce qui est important, par hectare et par an, c'est pas sur la micro-parcelle bien sûr. Donc c'est la seule micro-parcelle qui ne baisse pas au niveau de la matière organique, on parlera après de la parcelle témoin, mais on n'a pas d'informations sur le gain éventuel que ça a apporté en presque 100 ans aujourd'hui, d'apport de ces 100 tonnes de fumier par hectare et par an. Je peux vous donner, moi par contre, un élément chiffré de cette évolution possible, puisque dans les années 99-2000, on avait rencontré, grâce à Frédéric Thomas et l'association BASE à l'époque, on avait fait venir en France plusieurs chercheurs, et dont Donald Rakowski, je vous en ai déjà parlé, un Américain. Il y a une vidéo sur le carbone sur la chaîne, qui a donc travaillé, je vous passe les détails, mais sur les émanations de CO2 par rapport à la production agricole. Et il s'est rendu compte par un accident, je ne vous réexplique pas la chose, mais qu'en réalité, quand on travaillait le sol, on libérait en fait du CO2, on faisait partir du carbone de notre sol simplement par le fait de gratter le sol, d'où après les notions de limiter le trafic sur les sols, limiter le travail du sol. Mais il avait aussi donné un exemple, et je l'avais noté à l'époque et ça m'est resté gravé, et j'en parle à nos partenaires. En 28 ans, ils ont apporté 100 tonnes de fumier par hectare et par an, et ils avaient fait un gain de 0,6 points de matière organique. C'est important par rapport à tout ce que vous pouvez lire et entendre. Ne pas confondre la vraie matière organique intrinsèque, humus stable, qui met plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années à se constituer, que vous verrez d'ailleurs dans l'essai, on n'arrive pas à consommer, pas complètement en tout cas, il reste toujours intrinsèquement lié au sol. Donc on peut extrapoler qu'en gros on a gagné 2 points de matière organique en 80 ans. C'est ça qu'on pourrait estimer par rapport au point de départ. Donc ça c'est vraiment important, car la baisse de la matière organique, elle est liée à l'absence de plantes dans le système, et c'est aussi grâce à ça qu'on peut mesurer finalement l'impact des engrais. C'est très important de le dire. La 5e photo, c'est le témoin justement sans engrais. Alors vous pouvez observer que la dégradation du sol a quand même lieu, mais de manière bien plus lente, même si on a perdu 0,6 points de pH. Et oui, dit que le sol se fragilise, le pH ne se tient plus. Puis il n'y a pas non plus eu d'amendement pendant 80 ans. Donc c'est important de le dire, quand on laisse un sol à nu, il finit forcément par se dégrader. Le pH est à 5,6 au lieu de 6,3, et la CEC qui s'est dégradée, puisqu'elle s'est divisée en gros par 2, on est à 8,7 au lieu des 15,3 de départ. Donc c'est important, et là je vous montre un graphique où vous voyez le taux de matière organique aujourd'hui
dans cette parcelle témoin est de 0,86% et ne descend plus déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Alors j'ai pas vu là depuis 2008 les résultats où ils en sont, mais ils avaient déjà constaté que les 20 années précédentes ça ne baissait plus. C'est comme si c'était le squelette intrinsèque. Ça veut dire que quand on a 1,5% de matière organique, en gros, vous voyez ce que je veux dire, on a 0,7 de plus que ce qu'on peut avoir au minimum. Donc c'est très très faible. C'est pas tenable pour un sol, c'est trop fragilisant. Donc dans tout l'essai, je vous remets le graphique d'évolution de la matière organique dans l'essai. On constate que la teneur en carbone organique a diminué, sauf avec le fumier de cheval. En l'absence de plantes, évidemment, le carbone du sol est essentiellement composé de carbone stable, qu'on appelle humus stable, avec une évolution très lente, comme je vous le disais, qui se traduit en décennies, en générations d'agriculteurs, en siècles, et on a même certaines régions dans le monde où l'humus stable, la partie qui représente quasiment 50% de la réserve organique dans nos sols, eh bien ça peut être lié à plusieurs millénaires, c'est important de le dire. Donc les engrais consomment du carbone organique, c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, si c'était possible, que tout le monde en soit bien conscient, c'est-à-dire qu'on peut parler de travail du sol, on peut parler de tout ça, mais si de l'autre côté, encore une fois, dans l'approche globale du sol à la plante, on utilise des produits qu'on va appeler minéralisants à l'extrême, c'est pas possible de tenir le coup. Alors le travail du sol, c'est bien de le limiter, il a des conséquences, mais vous allez voir que les engrais peuvent tout réduire à néant. Je vous donne un exemple très concret, et là c'est des chiffres que j'espère vous retiendrez, que tout le monde pourra utiliser, mais qui viennent de Donald Rekowski, encore une fois. Il expliquait qu'en gros, lorsque l'on met une unité d'azote, on consomme 7 à 10 kg de carbone, c'est-à-dire de matière organique, puisque le carbone est une partie, 30 et quelques % de la matière organique. Il y a l'hydrogène, l'oxygène et l'azote qui font partie intégrante de la matière organique. Nos plantes ont besoin en gros de 28 éléments supplémentaires, qui ce coup-là, ils les trouvent dans les sols, pour nous faire au total 32 éléments que nos plantes ont besoin. On ne ramène pas d'ailleurs les 32 éléments tous les ans, et là aussi, il y a comme une couille dans le potage, si on y réfléchit bien. Deuxième élément, un des produits les plus puissants minéralisateurs à notre portée, c'est le phosphore. Le phosphore consomme pour une unité de phosphore 50 à 60 kg de carbone. Je ne sais pas si vous voyez l'impact. Et puis on a encore plus puissant, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en limiter les usages en le répartissant, et c'est ce qu'on parlera en conclusion, c'est le soufre. Le soufre est comme l'éther dans l'essence pour une mobilette. C'est la même chose. Ça booste, mais il y a des conséquences. Et une unité de soufre, c'est 70 à 80 kg de carbone qui peuvent être consommés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui mérite votre réflexion, qui mérite d'être connu. On va parler dans la prochaine vidéo de la nutrition autonome, c'est-à-dire notamment par rapport aux engrais de fond, à comment on pourrait travailler si on n'avait pas ces raisonnements binaires qui sont liés avant tout aux besoins des plantes. Mais lorsque l'on voit l'impact des engrais et qu'on peut ensuite comprendre dans certains assolements avec des légumes, avec des plantes qui ne laissent aucun résidu ou très très peu au sol, des résidus extrêmement solubles qui ne viennent pas augmenter ou maintenir le stock de matière organique stable de votre sol, eh bien on va forcément vers de la fragilisation. Lorsque l'on apporte des quantités très importantes liées aux besoins soi-disant des plantes, des 300 unités de potasse ou 300 unités de phosphore, c'est complètement délirant pour les sols. Je ne vous parle pas des formes solides ou liquides qui évidemment, en fonction d'une forme liquide, en azote notamment, ont des impacts encore plus puissants que simplement un granulé qui va fondre plus lentement, notamment par les variations de pH trop rapides. Tout ce qui va perturber la stabilité d'un sol contribue à sa dégradation avec les 3 dégradations dont je vous ai parlé dans la vidéo numéro 1. Alors je vais en rester là pour ne pas être trop long, j'espère vous avoir donné des éléments de réflexion. Vous allez forcément en déduire que dans tout cela, il y a des engrais qui vont dans le bon sens et d'autres qui ne vont pas dans le bon sens. Alors pour vous donner maintenant quelques préconisations. Pour parler de l'azote, puisque c'est le sujet quand même de cette vidéo, les engrais azotés, vous êtes en plein dedans certainement. S'il y a des choix à faire, on va prendre les engrais les plus doux pour nos sols. Et notamment des engrais ammonitrate en granulés, qui possèdent une forme soluble tout de suite, qu'on va donc pouvoir amener au plus près des besoins, qui va donc être consommée, qui va moins désorganiser le sol que si elle est là à attendre. Et on a une forme ammoniacale qui, elle, ne va pas être lessivable. Mais pour que ça fonctionne encore mieux, pour en diminuer les quantités au total et avoir une meilleure efficacité, on va l'associer avec du soufre, puisque pour 5 unités d'azote, il faut en gros 1 unité de soufre. À partir de cette période-là, lorsque le blé arrive au talage, il y a un besoin en gros de 300 grammes par hectare de soufre avant le talage, qui devient 1 kg par jour par hectare pour la culture.
Mais comme le soufre est un produit négatif pour le sol, on l'a bien compris, eh bien on va essayer de l'amener à chaque fois avec l'azote pour en mettre le moins possible à la sortie. C'est-à-dire qu'on va éviter tous les engrais moitié-moitié, c'est-à-dire des 24-24, des 28-24, tous ces produits-là qui contiennent 28 d'azote, 24 de soufre, c'est aberrant. Vous mettez ce produit-là souvent au premier rapport, et en fait, il y a le risque du lessivage, vous mettez toute chose performante et minéralisante d'un seul coup dans un sol, vous faites tout désorganiser, vous perturbez le monde bactérien, enfin bref, vous abîmez votre structure, vous cassez les liens. Si l'engrais est sous une autre forme, uréique ou ammoniacale, évidemment là c'est plus du tout la même chose puisque c'est des produits qui ne sont pas disponibles pour vos plantes, donc vous êtes obligé d'anticiper les apports, vous l'amenez à des moments où les sols ne sont pas prêts, ils peuvent être gelés, ils peuvent être trop froids, on va passer à des temps de transformation énormes. On l'a dit dans plusieurs vidéos, mais je vous le redis à nouveau, pour que l'urée se transforme en ammoniac, c'est quelques jours, hein, quand le sol est à 10-15 degrés, c'est 2 jours. Par contre, quand on arrive, la transformation de l'ammoniac en nitrate, le seul moment où ça va devenir soluble pour les plantes, ça peut représenter 6 semaines lorsque les sols sont à 4-5 degrés comme en ce moment. Donc c'est complètement aberrant et les impacts sur le pH sont énormes. Donc les formes granulées sont plus douces. En termes de consommation de calcium, l'ensemble des engrais, il n'y a pas de différence entre eux. C'est pas la même chose pour les chlorures de potassium, les engrais de fond, mais ça on en reparlera. Mais par contre, c'est sur l'aspect minéralisation, destruction des champignons majoritairement, on le verra avec les engrais de fond notamment, et donc excitation des bactéries, tout ce qui se voit sur nos plantes. Donc en conclusion, je vous dirais, vous voyez qu'on est concentré sur nos plantes, si on regarde bien, on fait des analyses de terre, mais c'est... personne ne sait les lire, la majorité en tout cas, pour derrière finalement regarder la 4e page où il y a les conseils de fumure comme on dit, mais on ne tient pas compte du tout du sol. Lorsque l'on dégrade la CEC par les engrais comme on l'a vu, c'est petit à petit un réservoir qui diminue de votre sol. C'est la perte des argiles, c'est une dégradation de votre patrimoine et forcément de son fonctionnement biologique. Rappelez-vous, le tas de sable et le sol sableux. Hein, c'est important, sans matière organique. Et ces engrais-là sont des consommateurs de matière organique bien avant d'être utiles par les éléments qu'ils apportent. C'est vraiment la conclusion que je pourrais vous dire. Alors si l'azote est indispensable, tendre à la diminuer, c'est choisir des formes qui soient plus efficaces. Je donne un exemple concret. Un engrais liquide, tout court, une N390, quand vous allez mettre 220 unités d'engrais liquide tout court, vous pourrez en mettre 200 en engrais liquide soufré, bien titré, un 3911, 3710, hein, ce genre de choses que vous pouvez trouver sur le marché. Si vous passez avec un ammonitrate tout court, 33,5, vous allez pouvoir mettre 180 unités. Et si vous passez avec un ammonitrate soufré, un 27,10, un 27,9, enfin ce genre de produit bien équilibré, hein, pour justement pas mettre trop de soufre au total, mais en amener un petit peu tout le temps, eh bien avec 160 unités, vous ferez le même travail. Donc vous voyez économiquement les conséquences de prendre la calculatrice pour expliquer un engrais liquide c'est moins cher et tout, c'est complètement faux. Et puis alors si on inclut la dégradation pour les sols, voilà. Alors, quand je vois certains jeunes agriculteurs ou moins jeunes localiser de l'urée, localiser de l'engrais liquide, localiser du MAP, ce genre de choses, les conséquences d'un phosphate d'ammoniac pour les sols, c'est catastrophique. C'est vraiment des très mauvais produits. Alors évidemment, si on en met des petites quantités, c'est un peu plus modéré, mais autour des plantules, autour des granulés, pour le sol, c'est très très mauvais. Dans les apports d'engrais liquide, bien entendu qu'il faut avoir des buses 7 filets, il n'y a pas d'autres buses à choisir, c'est des 7 filets avec dépressurisation. Vous savez que vous ne devriez pas dépasser 1,5 bar de pression avec des engrais liquides. Plus vous faites de fines gouttes, plus vous faites pénétrer très vite l'engrais dans le sol, vous augmentez la volatilité, mais à la limite, si on ne s'occupe pas de la planète, ça c'est pas trop grave. Mais si on parle du sol, c'est dramatique. Sous les feuilles du colza, lorsque le trifilet, le 5 filets, le 7 filets passe dessus, regardez la structure en dessous de la feuille du colza qui a protégé votre sol. Vous verrez que la structure, quand votre sol est vivant, reste correcte, ce qui n'est pas le cas à côté. On détruit bien le complexe argilo-humique et ces exemples scientifiques vous le démontrent. Et c'est pas communiqué nulle part. Voilà, c'est triste, c'est triste. On va continuer l'essai pendant 200 ans encore pour avoir un sol qui est au bout du rouleau. C'est triste. Donc maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Et voilà, et donc c'est facile de faire autrement. Et dans la prochaine vidéo, donc on parlera des engrais de fond qui ont des impacts très très importants, surtout sous certaines formes et surtout sous certaines quantités qui souvent sont nécessaires pour des plantes qui en plus ont des impacts pas toujours positifs pour nos sols. Alors écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai essayé de faire le plus simple, le plus intense possible. Vous avez des éléments de compréhension, des preuves, des images. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. Alors je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo qui sera consacrée à la nutrition autonome, hein, notamment par rapport aux engrais de fond, à finalement toujours l'approche globale du sol à la plante. À bientôt les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager, pensez à vous abonner
Et on se retrouve mardi à 15 h au SIA Pro à Paris. Vous êtes les bienvenus et je vous propose de nous rencontrer au milieu de journée, à l'occasion d'un petit apéro ensemble au Café des Agriculteurs qui se trouve justement dans le hall 7.2. J'aurai plaisir à vous voir en 3D, à vous serrer la pince et puis à échanger avec vous. Ce sera avec bonheur. Allez, à bientôt les amis.